Moi, je suis Françoise Moukoukou. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là-bas, je travaille avec une organisation qui s'appelle Si Jeunesse AV. C'est une organisation pour le leadership des jeunes filles. Et nous sommes féministes, laïques et bien sûr sans but lucratif. Martine Michel, coordonnatrice pour la Pointe du Jour Calax Sept-Îles, le centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles à Sept-Îles au Québec. Roxana Alvarado, je suis artiste plasticienne et maître verrière et les choses de la vie m'ont amené à travailler dans les champs de la art-thérapie sociale, ce qu'on appelle aussi art et intervention sociale. Je suis Pascale Maquestio, je travaille au Monde selon les femmes, qui est une ONG d'éducation permanente et au développement. Donc on a des projets dans les pays du Sud. Et je suis aussi présidente de la commission violence du Conseil des femmes francophones de Belgique. Je suis Insaf Sharaf, psychologue clinicienne principale au centre d'assistance psychologique aux femmes et enfants victimes de violences en Tunisie. Je m'appelle Katinka Insant, je suis psychologue dans un centre de planning familial, ici à Bruxelles. Et en fait, ça fait des années que je travaille avec des personnes victimes de violences. Je suis Laure Salmona, chargée de mission de l'association Mémoire traumatique et victimologie, et j'ai coordonné l'enquête impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Je m'appelle Khadija Merwal, je suis animatrice dans une maison d'enfants, dans une école de devoirs. En fait, je ne suis pas ici pour ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques années, j'ai animé des ateliers comme bénévole à vie féminine, plusieurs ateliers, et notamment des ateliers sur les violences conjugales, à ce moment-là, conjugales. L'empowerment des femmes, pour moi, c'est leur donner le pouvoir, la décision, le contrôle sur leur vie, mais aussi reconnaître leur agence, le fait que les femmes savent ce qu'elles veulent pour leur vie, ce qui est mieux pour elles, et qu'il faudrait les écouter, leur faire confiance sur les différents choix qu'elles font par rapport à leur vie. C'est, je dirais, la reprise de pouvoir des femmes sur les différentes expériences de vie qu'elles ont pu vivre et donc comment passer, quand on parle d'agression sexuelle, comment passer à travers cette expérience de vie et retrouver son pouvoir de décision, l'estime de soi, ça englobe beaucoup de choses. L'empowerment, c'est une capacité, c'est le pouvoir de prendre en charge sa vie, c'est le pouvoir que les femmes peuvent développer à travers, dans mon cas, si elles ont été victimes de violences, la dynamique des ateliers individuels et collectifs portés à travers l'art peut aider à développer ce pouvoir sur la gestion de sa vie, plus au-delà de tous les conflits et souffrances que peut-être n'auront jamais une solution, mais quand même les femmes pourront avancer, faire des projets. L'empowerment est un mot évidemment qui est fort utilisé partout dans le monde et dans le domaine de la santé on comprend souvent autonomisation de la patiente ou du patient et pour nous l'empowerment est beaucoup plus complexe que ça. Il part en fait de la construction de qu'est-ce que c'est l'empoderamiento en espagnol qui va développer le pouvoir intérieur des personnes. Qu'est-ce que nous faisons pour renforcer le pouvoir intérieur des personnes? La même chose, on va voir le pouvoir de, c'est comment est-ce que je développe mes capacités. Quand je me sens bien, comment est-ce que je me forme, je vais développer toutes mes capacités. Ceci ne va pas sans travailler le pouvoir avec les autres. Et donc, il y a la dimension individuelle dans le pouvoir de et le pouvoir intérieur, et puis il y a la dimension collective qui est le pouvoir avec. Et le pouvoir sur, qu'on connaît souvent comme étant le pouvoir sur les autres, n'est pas d'avoir le pouvoir sur les autres, mais sur la compréhension des problématiques que la personne traverse et va lui permettre d'avoir une action beaucoup plus citoyenne et politique. Et donc là, automatiquement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pensé une rencontre de développement de l'empowerment en 2 temps,
un moment où on va réfléchir qu'est-ce que le collectif peut apporter quand on travaille autour des situations de violence sexuelle avec des femmes et qu'est-ce que la relation individuelle peut amener. L'empowerment des femmes, c'est le fait de les aider à pouvoir agir et à pouvoir s'autonomiser et prendre leur vie en main. L'empowerment, c'est la capacité à devenir autonome de nouveau dans sa vie, d'avoir du pouvoir dans les différents domaines de sa vie. L'empowerment, pour moi, dans le cadre de ce colloque, c'est aussi l'empowerment des intervenants psychomédico-sociaux, les animateurs, animatrices, parce que nous aussi, on doit apprendre à accompagner des personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Et j'entends encore beaucoup dans le colloque qu'un peu le gêne ou la peur qu'on peut avoir pour poser des questions, interpeller quelqu'un par rapport aux violences. Et je pense que c'est par manque de connaissances, par peur qu'on va ouvrir une boîte de Pandore et mais qu'on peut faire confiance aux femmes. L'empowerment, on pourrait traduire ça en français par le pouvoir d'agir. C'est-à-dire la capacité tout d'un coup à devenir maître de ses actions, de son destin et à ne plus seulement subir. Par ailleurs, pour une victime, que ce soit de violences sexuelles ou de violences en général, ça implique déjà un certain savoir sur ce qui lui arrive, quels sont les mécanismes en jeu qui vont faire que, elle va avoir des conséquences traumatiques de ces violences. Donc déjà, il faut l'informer. Il faut aussi informer sur le fait que une victime, elle n'est pas seule au monde. Il y a d'autres victimes qui ressentent les mêmes choses qu'elle, que ça n'est pas elle qui est voilà, que ce sont des conséquences normales qui surviennent après des violences et c'est pour tout le monde. Ce terme, pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la femme, notamment des difficultés de la femme. C'est d'abord reconnaître la violence qu'elles ont vécue et puis reconnaître leur agence, comme je dis, le fait qu'elles savent ce qui est mieux pour elles. Quand je prends l'exemple du Congo où les femmes sont violentées de façon régulière, nous avons des statistiques qui disent que c'est 50 femmes et filles par jour. Et j'insiste sur les filles parce que la plupart sont mineures. Et donc, où il n'y a pas tellement de structure, pas beaucoup de voies de recours, promouvoir cet empowerment, c'est aussi reconnaître la résilience des femmes qui peuvent parfois rebondir et continuer leur vie. C'est reconnaître les violences par exemple liées à la technologie où on a l'impression que c'est totalement séparé de la personne, que ta vidéo, une vidéo qu'on a fait de toi est en train de circuler sur internet et donc c'est virtuel et que c'est pas tellement lié à la vie réelle. Reconnaître l'impact psychologique, moral, physique, parfois même financier que ce genre de violences peuvent avoir et bien sûr tant d'autres. Pour moi, il n'y a pas de petites violences, il n'y a pas de grandes violences. Or, dans les contextes fragilisés, on a tendance à faire une hiérarchie, ce qui n'est pas tout à fait correct. Donc, promouvoir cet empowerment, c'est à reconnaître d'abord la violence telle qu'elle est sur toutes ses facettes, reconnaître la force qu'il y a dans les femmes pour réagir et surmonter ces violences malgré tout, de passer de l'étape de victime à survivante et bien sûr les accompagner avec tous les mécanismes qui existent déjà. Ça peut être l'art, ça peut être des mécanismes légaux, mais pas seulement, ça peut prendre plusieurs formes.
Tout d'abord, pour qu'une femme, il faut d'abord qu'elle dévoile, il faut d'abord qu'elle parle de son vécu, parce que c'est essentiel, mais qu'elle ait un endroit pour parler. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour parler. Donc, c'est prendre la parole et à travers la parole entamer une démarche, un processus de guérison. Et par ce processus de guérison, après, retrouver son estime de soi, retrouver le pouvoir de décider, le pouvoir d'être, je pense, essentiellement. Et donc, ça se fait d'une manière personnelle. Et souvent, ce qu'on constate, nous, dans nos groupes, c'est que tu as aussi une reprise de pouvoir au niveau du collectif, puis donc de l'implication militante. Ça, c'est important. Bon, je réponds avec ma profession, mon engagement politique féministe, mon engagement à travers l'art. Et on peut amener les femmes à travers tout un long travail de reconstruction de vie où l'art, c'est super important. Ces reprises de pouvoir et pour ces reprises de pouvoir, l'art a beaucoup à faire. Mais l'art, je le répète, en contexte social. La réponse, elle est donnée par, je dirais, toutes les personnes qui interviennent. Et notre objectif, c'est justement de remettre tout ce savoir dans le collectif pour que l'individuel puisse se sentir renforcé. Et donc, comment promouvoir ? Chacune et chacun va trouver une série de réponses parce que sont amenées, les analyses qui sont amenées par nos invités qui viennent de différents continents et pays et angles d'approche, et à la fois ce que rebondissent les participantes et les participants. Et pour nous, c'est important de renforcer tout ce travail de comment promouvoir l'empowerment, parce que on va poser, par exemple, cet après-midi, des questions autour de la relation qu'on nommerait patiente-professionnelle. Et donc de casser ces mécanismes-là pour voir comment je me renforce en tant que professionnelle, malgré que, par exemple, je travaille en thérapie et j'écoute des violences toute la journée. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Et à la fois, comment le fait que je travaille avec l'autre va me permettre de travailler sur moi-même et mon engagement politique. Il est important tout d'abord de mettre les mots sur les faits. Je parlerai surtout de notre population en Tunisie. Il y a encore des femmes qui ne sont pas encore conscientes que le fait qu'elles soient dans le couple, parce que mon intervention sera sur les violences sexuelles dans le couple marié, il y a plusieurs femmes qui ne sont pas encore conscientes de la violence conjugale générale dans toutes ses formes, physiques, psychologiques, verbales, économiques qu'elles subissent, et encore moins les violences sexuelles, parce que dans notre culture, c'est pas reconnu les viols conjugaux. Dans notre culture, les femmes, si elle est mariée, donc voilà, elle doit satisfaire les besoins sexuels de son mari, parce que c'est la culture qui le dit, c'est la religion aussi qui le dit. Donc quand elle vient, quand elle débarque chez nous, il est important de lui expliquer tout d'abord, madame, ce que vous êtes en train de subir, c'est de la violence sexuelle. Ça s'appelle du viol conjugal. Ça s'appelle une sexualité forcée. Donc tout ça, c'est important. Donc tout d'abord, c'est d'expliquer les choses à la femme, de lui donner des informations et petit à petit de la soutenir et dans son chemin de libération, si on peut dire ça comme ça. Je pense que l'approche du colloque est en fait très bien. Parce que l'empowerment, c'est pas. Donc la promotion de l'empowerment, c'est pas la tâche d'une personne, d'un intervenant. Ça doit venir de beaucoup de domaines différents. Et donc, quand ici on parle de l'empowerment via des actions collectives ou l'empowerment dans l'individuel et l'analyse de tout ce qui est politique, l'accès à la santé, etc. Enfin, donc, je vois vraiment nécessaire des prises de conscience et des actions des domaines différents. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc,
c'est complémentaire, mais il n'y a pas une seule stratégie ou une seule association qui peut lutter efficacement à 100% contre les violences sexuelles ou comme ce qui a été dit tout à l'heure, donc les agressions à caractère sexuel. Alors il y a l'information, la formation et également, moi je pense que c'est très important de recenser les violences. Je pense que les enquêtes de victimation comme celle que l'association pour laquelle je travaille a faite, c'est très important et qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des données, des statistiques sur les violences, sur les victimes de violences, en particulier sur les personnes âgées. On a très peu d'enquêtes sur les personnes âgées, sur les mineurs, et de connaître aussi quelle est l'influence des discriminations et des discriminations qui s'entrecroisent, comme le handicap, le fait d'être racisé, c'est-à-dire discriminé en raison de son origine, de sa couleur de peau par exemple, ou de son orientation sexuelle, et en quoi en fait, voilà, toutes ces discriminations qui vont s'entrecroiser vont créer des vécus différents et aussi un parcours des victimes différents. C'est-à-dire que malheureusement, une victime qui parle pas bien le français, qui est racisée, elle va peut-être pas être traitée par les soignants, par les médecins, elle va pas être accueillie de la même manière. Moi, je me dis, c'est donner la parole aux femmes, mais attendre qu'elles la prennent. Parce que le plus difficile, évidemment, c'est qu'elles prennent la parole, qu'elles osent parler, qu'elles brisent, on dit un tabou, mais leur tabou. Parce que chacune d'entre nous, on a un tabou. Ça peut être n'importe lequel, mais on a des tabous. Donc, à partir du moment où la femme ne brise pas son tabou personnel, c'est difficile d'évoluer. Oui, bien sûr, il y a de la thérapie. Moi, je ne suis pas thérapeute, mais je travaille sur le fait que quand on reconnaît que ce qui leur est arrivé n'était pas de leur faute, parce que la plupart des fois c'est ça, les victimes se disent mais comme j'ai été bête, mais comment est-ce que j'ai pu me laisser faire et tout, mais reconnaître le fait que c'est pas parce qu'elles ont été bêtes, elles ont fait ce qu'elles devaient faire dans ce moment-là, et que en fait c'est l'auteur, le fautif. Sortir de la culpabilisation. Oui, sortir de la culpabilisation, reconnaître le fait que c'est pas une loi, c'est pas une procédure judiciaire nécessairement qui répare. Parfois la réparation c'est juste se rassurer que la violence va cesser et qu'elle ne va pas recommencer. Oui. Pas recommencer, pas sur la victime elle-même, mais aussi sur les autres. Vraiment, ça c'est important et c'est un mécanisme qui permet à la personne après de dépasser parce que elle se dit ce qui est arrivé est déjà arrivé, mais comment faire en sorte que ça n'arrive plus, ni pour moi, ni pour mes filles, ni pour mes amis, ni pour mes collègues. Si je peux participer à ça, ça veut dire que d'une certaine façon, j'aurai surmonté mon problème. Je dirais que nous, on travaille en aide individuelle, ce qui est une forme de démarche, mais la plus probante, selon moi, dans mon travail, c'est le travail de groupe de cheminement. Donc, la prise de parole entre femmes, où elles sont capables de valider, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette forme de travail-là, c'est qu'elles parlent de leur vécu, de leurs expériences, puis peu importe le type d'agression sexuelle qui a pu être effectuée, gérer où elles se retrouvent, c'est dans les conséquences qu'elles vivent. Mais surtout, ce qu'elles découvrent, c'est la résilience qu'elles ont eue. La mettre en évidence, puis des fois la partager. Et c'est au niveau de ce partage-là qu'elles sont capables de trouver des éléments de réponse. Puis bon, effectivement, l'analyse féministe, l'intervention féministe aide à démontrer que
les agressions, c'est institué dans un système, en fin de compte. Et ça, c'est une grande révélation de se rendre compte que le système protège. Et quand on arrive à décoder tout ça, je pense que ça donne des issues, ça donne des réponses à des grandes questions, de dire pourquoi. Parce que le problème d'être victime, c'est de se dire pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça. Dépasser le sentiment de culpabilité, de responsabilité. Excusez-moi, mais le responsable, c'est l'agresseur. C'est ce qu'on oublie toujours en cas d'agression. Il faut que la honte change de camp. Absolument. Et je dis, et c'est ce qui est le plus difficile à faire admettre, à faire reconnaître, parce qu'on est tellement dans un système où tout est dépendant, où tout est la responsabilité de la victime, que quand on parle d'agression sexuelle, et peu importe le contexte, c'est toujours la faute de la victime. C'est le seul endroit où la victime est coupable de s'être trouvée là. Donc, c'est dépasser ça et remettre la responsabilité à la vraie personne. Et la vraie personne, qui est responsable, c'est l'agresseur. La pratique de l'art à travers des ateliers de médiation, l'interaction individuelle, collective, la parole, l'aperture, la possibilité d'aller plus au-delà de la honte sociale qui casse les femmes, hein, et aller plus. L'art a un pouvoir extraordinaire qui passe plus au-delà de la parole. Il y a la forme, la couleur, la matière, la musique. L'art donne la liberté de revoir sa vie autrement. Il y a déjà une approche importante qui est très lente dans notre société, c'est le travail autour de la mémoire traumatique. Ça, et cet après-midi, nous aurons une des responsables de l'association qui va nous parler un petit peu de ça. Et donc, pour nous, c'est important qu'on s'approprie de deux termes, la mémoire traumatique et la décorporalisation. Parce que les professionnels de santé ne sont pas formés à ça. Et donc là, c'est un outil que si les professionnels de santé étaient formés, ça faciliterait santé, judiciaire, action sociale. Je trouve que c'est important, puisque notre objectif était ici de rencontrer des gens du domaine de ces actes-là, de ces acteurs-là plutôt, du social, de la santé, et peu du judiciaire. On n'a pas visé encore beaucoup le judiciaire, mais ça nous semblait important de mettre à la table des gens qui sont des professionnels et des gens qui sont dans les mouvements de femmes et des personnes qui sont dans le politique, qui vont travailler à l'application de politiques publiques comme le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc de pouvoir voir quelles sont les synergies qu'on peut mettre en place. Pour nous, ça nous apparaît fondamental. Et un des outils, c'est déjà de travailler en réseau. C'est encore un autre outil. L'autre outil, c'est de dire, quand je travaille en tant que thérapeute toute seule, quels sont les mécanismes que je mets en place pour pouvoir me protéger et mieux faire mon travail, hein, et ne pas être fractionnée dans mon action, qui très souvent amène des frustrations. Mais aussi toute l'importance du rôle du tissu associatif, qui est mis sous le côté de bénévoles, de volontaires, de gentilles madames qui se réunissent. Alors, dans des milieux chics, on parlera de réunions de bridge. Dans des milieux moins chics, on parlera d'alphabétisation. C'est de revaloriser tout ce travail qu'on fait quand on se réunit, hein, et qui va permettre d'essayer de comprendre qu'est-ce qui débloque. Il n'y a pas une seule réponse. Et donc, je pense que pour nous, un des outils principaux, c'est de dire, par exemple, dans notre société où on a une attitude beaucoup plus individualiste, de travailler en thérapie individuelle, c'est de remettre du collectif. Hein. Mais des groupes comme le GAMS qui travaillent beaucoup le collectif, c'est de renforcer leur travail individuel et de sensibiliser les gens qui sont dans la santé au mécanisme de ce qu'on appelle la santé mentale, souvent mal aimée, hein, et qu'on parle de... Quand on parle de violence, on envoie souvent les gens dans la santé mentale, point c'est tout, en disant « elle a un problème ». Et en fin de compte, bon, ce matin, on a bien entendu tous ces mécanismes de mettre des cachets autour de la psychose et ainsi de suite, alors que ce sont toutes des réactions saines face aux situations de violence que ces personnes ont vécues. Les violences sexuelles et toute forme de violence a des séquelles psychologiques qui peuvent être très graves, notamment les états de stress post-traumatique avec toute la symptomatologie que vous venez de décrire. Donc l'idée c'est de faire un travail de psychothérapie
et de cibler ces symptômes-là. Est-ce que déjà Muriel Salmona a parlé de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Il faut cibler cette mémoire traumatique. Il faut essayer d'expliquer à la femme que toutes les agressions qu'elle a subies, qu'elles soient sexuelles, isolées ou que ça soit dans le couple, tout ce qu'elle a vécu, tout ce que l'agresseur lui a dit, lui a fait, tout ça, c'est des techniques, des stratégies de contrôle pour pouvoir imposer sa domination et pour la briser et la fragiliser. Et aussi, avec les violences sexuelles, la femme, souvent, elle culpabilise. Elle croit qu'elle est à l'origine de ce qui lui est arrivé. Parce que aussi, la société la culpabilise. Si tu n'étais pas... Enfin, tu n'as pas essayé de lui attirer l'attention ou de, voilà, tu portes des vêtements trop courts, donc c'est pour ça qu'il t'a agressé, tu le mérites. Alors, il faut travailler sur la déculpabilisation. C'est très important. Madame, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Madame, vous êtes victime. La mettre dans la position de victime tout d'abord, afin de l'aider petit à petit de s'en sortir et d'apaiser ses souffrances et d'apaiser ses symptômes traumatiques. Pour moi, un premier pas, c'est déjà de les aider, d'aider les femmes à avoir une prise de conscience sur ce qui se passe. Parce qu'on rencontre beaucoup aussi une minimisation de la part des femmes, où elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont vécu certains types de violences, et donc elles ne comprennent pas non plus certaines conséquences. Et donc elles se sentent tout à fait, perdues par rapport à ce qui se passe. Et donc je pense que les aider à comprendre, et surtout en relation, en termes de domination, de ce qu'elles ont vécu, des stratégies, comment ça se fait qu'elles ont réagi d'une certaine façon, comment ça se fait qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait, comment ça se fait qu'elles sont restées si longtemps dans une situation. Donc voilà, de les aider à comprendre le système, toutes les mécaniques des violences. Première chose. Ensuite, pour moi, c'est de les aider à comprendre les conséquences aussi, pour pouvoir mettre des mots, faire des liens entre, et de les déculpabiliser aussi, parce que beaucoup de femmes croient que c'est de leur faute. Et quand on comprend bien le déroulement, les mécanismes des violences, elles se rendent compte que c'était effectivement la conséquence d'une stratégie de l'agresseur. Et je pense que c'est pour nous aussi, les intervenantes, c'est très important d'oser poser des questions, de ne pas faire perdurer la loi de silence. Et c'est la femme qui va répondre ou pas. Si ce n'est pas le moment qu'elle répond, bon, c'est comme ça. Mais peut-être la question a fait qu'elle va peut-être revenir une fois prochaine en disant, mais voilà, vous m'aviez dit la fois dernière, mais vous savez que, ok, c'est comme ça. Et donc c'est aussi pour nous, les intervenantes, de écouter et les besoins des femmes, parce que c'est pas pour toutes les femmes la même chose, comme les conséquences ne sont pas la même chose non plus. Et je pense aussi que c'est très important de donner un message d'espoir, parce que c'est vrai que c'est très dur, des violences sexuelles, et c'est vrai que ça donne des conséquences, et c'est vrai que ça peut donner des conséquences qui peuvent durer des années, mais ce n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir. Les femmes ont des ressources à l'intérieur. Aussi, avant de nous rencontrer, elles ont survécu un peu, au plus longtemps, à leur façon, les violences sexuelles. Donc c'est aussi ce message-là que j'ai envie de donner, de valoriser les compétences, les ressources des femmes mêmes. Alors déjà concrètement, il faudrait que tous les soignants et toutes les personnes qui travaillent dans des structures d'accueil posent la question des violences. Pour permettre, si la victime le veut, qu'elle puisse, pour libérer sa parole, pour qu'elle puisse tout simplement s'exprimer. Ensuite, il faut les informer sur la mémoire traumatique,
sur le fait que avoir subi des violences, ça va créer une effraction psychique qui va, alors je vais passer vite, mais qui va en fait créer une mémoire traumatique, c'est-à-dire que la mémoire de l'événement ne sera pas autobiographique, elle sera stockée dans l'amygdale et non pas dans l'hippocampe. Et du coup, c'est comme une mémoire éparpillée sur toutes sortes de post-it. Elle n'a pas été, elle n'est pas devenue autobiographique. Et donc du coup, il va y avoir des flashbacks, des réminiscences, ça va être des sensations, une odeur, un endroit dans une heure de la journée qui va rappeler à la victime ce qu'elle a vécu. Et tout d'un coup, ça va exploser. Et du coup, ces manifestations-là, elles vont parfois être prises pour des crises psychotiques, par exemple des bouffées délirantes, ce qui peut conduire, par exemple, des jeunes femmes et des jeunes hommes à être internés en hôpital psychiatrique, où ils vont souvent resubir des violences qui peuvent être institutionnelles, mais sexuelles aussi. Une jeune fille de 16 ans qui se retrouve en hôpital psychiatrique, en général, elle va subir de nouvelles violences sexuelles. Et on sait que 70% des victimes qui ont subi des violences dans l'enfance vont resubir ensuite dans leur vie des violences. Donc, il faut déjà, il faut apprendre à repérer, qu'on soit médecin, soignant ou aidant, les manifestations de la mémoire traumatique, et à pas faire de faux diagnostics, parce que ça, c'est une catastrophe pour les victimes, c'est une perte de chance. Il faut pouvoir les orienter. C'est pas toujours facile, parce qu'aujourd'hui, les professionnels ne sont pas formés. Les professionnels de santé sont très mal formés à la mémoire traumatique, à la prise en charge des victimes de violences. Et du coup, c'est dur de les orienter. Il faut pouvoir les orienter de façon, on va dire, holistique, les prendre en charge de façon holistique, c'est-à-dire leur expliquer quels sont leurs droits, quels sont leurs recours judiciaires, quels sont leurs recours pour avoir accès à des soins, et également quels sont leurs recours pour avoir par exemple accès à la gratuité des soins, souvent les victimes de violences ont beaucoup plus de risques d'être dans des situations de précarité, donc ce sont souvent des victimes qui sont dans de grandes situations de précarité, qui sont, et ça c'est encore un autre point, pas toujours en sécurité. C'est-à-dire que 83% des victimes interrogées dans notre enquête ont dit qu'elles n'avaient jamais été protégées, que ce soit par des proches ou par la police ou la justice. Donc, et ça, c'est presque, je le dis en dernier, mais c'est presque la première chose à faire, c'est de demander « êtes-vous en sécurité ?» et de s'assurer que la personne est en sécurité et de l'aider à être en sécurité. Malheureusement, c'est vrai qu'en termes de protection, c'est pareil, on voit bien ce qui se passe par exemple avec les femmes victimes de violences conjugales. En général, il faut vraiment que ça aille très loin dans les violences, qu'il y ait eu beaucoup de plaintes et de mains courantes déposées pour qu'ils finissent par y avoir une réaction et une protection judiciaire. C'est évidemment d'être soutenu psychologiquement. Il y a aussi soutenu physiquement, parce que quand on fait une dépression, parfois il faut des médicaments, mais les médicaments ne suffisent pas. On ne peut pas prendre des médicaments pendant 30 ans, c'est pas possible. Il faut être soutenu psychologiquement, soutenu par des amis, par l'entourage. Être soutenu aussi, accepter d'être soutenu. Je crois que c'est le plus difficile, c'est d'accepter d'avoir de l'aide, d'être soutenu, d'accepter d'avoir des moments difficiles, oui, des moments très bas, puis ça remonte, oui, d'accepter tout ce qui est autour des violences. Nous avons un site internet, c'est www.moici.com, mais nous avons surtout un compte Facebook qui est assez suivi, qui s'appelle Féministe RDC. Donc, si jeunesse savait, Féministe RDC. Donc, c'est assez long, mais j'espère que vous allez trouver. Et là, nous parlons de tout. Nous parlons aussi bien d'expériences personnelles, nous partageons les expériences qui viennent d'autres pays, des formations et beaucoup d'autres choses innovantes. On a un site internet qui est du regroupement des CALAX, c'est le rqcalax.qc.ca, je pense. Mais c'est donc regroupement québécois des CALAX, donc des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et bon, on sait que notre regroupement, c'est 27 centres, donc vous avez des informations très générales sur
la définition de ce que pour nos centres, c'est les agressions sexuelles. Mais en plus, vous pouvez aller sur chacun des sites des centres parce que chaque centre a un site. Donc, et puis, vous avez aussi des possibilités de les rejoindre par Facebook ou même par Twitter. J'ai un site internet www.roxanartista.be. Je suis sur Facebook aussi. Et aussi, bon, j'interagis avec beaucoup de réseaux d'art et art-thérapie sociale aussi, avec mes travaux. Et les travaux des femmes. Les travaux des femmes, c'est ça, parce que l'empowerment, ça se passe comme ça. Et on peut amener les femmes artistes qui n'ont mutilé pour la vie, pour un destin terrible, faire des choses merveilleuses. C'est ça. Les deux flyers qui sont le manifeste contre le système prostitueur et le manifeste contre le viol. Ces deux positions politiques qui ont été travaillées au sein du Conseil des femmes francophones de Belgique, mais au départ, on m'a demandé d'intervenir sur le thème de la prostitution. Et c'est en entrant par cette partie-là qui, pour moi, si nous n'attaquons pas le problème de la prostitution, on n'attaque pas le problème du cœur principal des violences faites aux femmes. Parce que les femmes en situation de prostitution vont connaître toutes les formes de violence. Et donc, si on ne déconstruit pas ce préjugé qu'il y a la Marie et il y a la pute, on n'arrivera jamais à avoir un sentiment de sécurité au sein de la société et de pouvoir s'affirmer en tant que femme dans les différents espaces. Et donc, en travaillant sur la prostitution, on a commencé à se poser la question, ok, on voit que pas mal de femmes qui sont entrées dans le système, qui ont été forcées d'entrer dans le système prostitueur, ont été marquées par des abus, des incestes, des viols. Et donc, on s'est penché sur quelle est la politique publique belge autour du viol. On a été assez catastrophés de voir comme elle était excessivement mal prise en considération. Et pour l'instant, et donc chaque fois, on analyse les politiques publiques, on va interviewer des personnes, différents acteurs, hein, mais aussi, et très souvent, des survivantes. Parce que ça, c'est des paroles qu'on n'entend jamais. Hein, et ça nous apparaît fort important de sortir du côté glamour du système prostitueur. Hein. Dans toutes les terminologies qui sont utilisées, on montre en permanence ce côté tout à fait soi-disant épanouissant sur la liberté sexuelle des femmes, ce qui est totalement faux. Et donc, pour moi, la prostitution est vraiment la preuve du continuum des violences faites aux femmes. Donc, si on n'attaque pas ce thème-là, on ne touche à rien. On va faire des actions très localisées sur une problématique bien ciblée, comme l'inceste, le viol, et ainsi de suite. L'harcèlement, hein, et donc c'est pour ça que ça m'apparaissait important de faire venir celles qui travaillaient sur les agressions à caractère sexuel, parce qu'elles vont prendre tout ça. Alors, par rapport à ça, ça nous a poussé maintenant à travailler sur l'hypersexualisation, la pornographie. Et donc se poser la question, que fait le programme en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Et donc c'est chaque fois dans une dimension politique, on va voir que font les acteurs et les opérateurs, de première ligne, de deuxième ligne, et puis on travaille au niveau politique pour changer ces situations-là. Alors je suis en train de terminer une recherche sur l'expérience avec le Monde sans les femmes de violences sexuelles au niveau du Congo à Kinshasa et à Santa Cruz en Bolivie. Et très clairement, la même chose ici en Belgique, avec des associations de femmes migrantes à Bruxelles, et on voyait que la notion de prostitution était en permanence en filigrane, un lien très clair que les femmes du Sud appellent l'esclavage sexuel. Et donc la prostitution, pour elles, c'est l'esclavage sexuel, c'est le point de rencontre entre l'exploitation sexuelle et l'exploitation économique. Et donc, ça montre bien tous les mécanismes. Et les mécanismes de ce qu'on appelle, voilà encore un beau mot pour parler de proxénètes, les loverboys, qu'on retrouve dans le rapport de Myria en 2015, en Belgique, ces mécanismes-là, on va les retrouver excessivement présents et décrits dans les phénomènes à Santa Cruz, hein, en Bolivie. Ils vont nous en parler comme elle nous en a parlé un tout petit peu à Kinshasa.
Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de mécanisme, de système de domination patriarcale qui est valable un petit peu partout, et de la même façon, comment dominer le corps des femmes. Le centre d'assistance psychologique de Tunis est affilié à l'Office national de la famille et de la population. C'est une institution qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc vous allez trouver le site de l'ONFP, Office national de la famille et de la population. C'est sur ce site-là que vous allez trouver quelques informations sur le centre. C'est le site internet de mon association. Alors, c'est www.mémoiretraumatique.org. Le jeu, je l'ai conçu dans une association qui s'appelle Omnia.